Bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global, l'hebdomadaire télévisé du Courrier des Stratèges, où nous vous expliquons vous aidons à déchiffrer l'important de l'actualité. Cette semaine, Édouard, nous allons parler Sciences Po et Gaza, de l'importation du conflit israélo-palestinien au fond en France et dans l'opinion française. Mais avant d'en parler, je voudrais refaire quelques appels. D'abord, abonnez-vous à notre fil gratuit Telegram pour rester en contact avec nous tout au long de la semaine. C'est 24/24, l'adresse est là. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre chaîne Patrimoine. Je vais cette semaine vous parler des mesures de précaution que vous devez prendre pour votre patrimoine face à la faillite de l'État qui s'annonce. On n'aura pas le temps aujourd'hui de parler de la dégradation des comptes publics et de la non-dégradation de la note de la France. On vous en parle dans les colonnes du Courrier des Stratèges. Retrouvez-nous tout au long de cette semaine sur ce sujet qui servira de fil rouge. Pensez à vous abonner, nos tarifs vont augmenter à compter du 1er mai, donc il vous reste quelques jours pour vous abonner. Alors, on va vous faire une fleur, ça augmentera le 5 mai. Vous avez une semaine pour vous abonner à petit prix. Et puis, surtout, si vous êtes, comme nous, hostile au narratif de la caste qui vise à nous dominer, eh bien, rejoignez notre liste. Prenons-nous en main, il reste quelques places à pourvoir, quelques candidatures à trouver, et de candidatures féminines en particulier à trouver. C'est remplir un CERFA, mettre votre nom sur une liste. Je vous promets, on ne vous enquiquinera pas, on ne vous fera pas faire de réunion, on ne vous demandera pas un engagement. On a juste besoin de noms pour clôturer la liste. L'adresse est là, écrivez un CV, une candidature à cette adresse mail qui se trouve juste en dessous sur l'écran. Voilà, alors Édouard, on va donc parler Sciences Po, après cette longue page de pub. On parle Sciences Po, on parle de l'islamo-gauchisme, de l'importation du conflit israélo-palestinien en France, et évidemment on dira quelques mots du conflit israélo-palestinien lui-même et de ses avancées sur le terrain. Mais d'abord on commence par la contestation étudiante. Qu'est-ce qui se passe à Sciences Po en ce moment et qu'est-ce qui menace de se passer dans les universités françaises? Alors je fais un petit retour en arrière parce qu'il faut remonter à la mi-mars. À la mi-mars, il y a un incident lors d'une réunion sur Gaza dans un amphithéâtre à Sciences Po où une étudiante ne peut pas rentrer parce qu'on lui demande de ne pas filmer les débats. Cette étudiante avait déjà filmé des débats qui avaient eu lieu de manière assez polémique et après cela, elle ne se cache pas d'être juive et elle dit qu'elle a été refoulée pour antisémitisme. Ce que je raconte a été vérifié par le journal Le Parisien, donc ça n'est pas du tout complotiste. À partir de là, de manière extrêmement imprudente, mais nous sommes en France, il faut que le pouvoir politique se mêle de tout, Emmanuel Macron et Gabriel Attal tombent sur Sciences Po en disant c'est scandaleux, Sciences Po devient antisémite, je caricature à peine. Bon. Alors évidemment, il se passe ce qui devait se passer, c'est que ça radicalise ceux qui veulent des débats pour parler des Palestiniens, des civils palestiniens, de la question d'un État palestinien, et tout ça moisit dans son jus jusqu'à il y a quelques jours où Sciences Po est carrément, en tout cas certains bâtiments sont bloqués, occupés, dans la grande tradition des occupations d'universités françaises. Alors à ce moment-là, il y a d'une part des interventions policières, il y a un certain savoir-faire qui est plus doux, plus modéré que ce qui se passe sur les campus américains en ce moment, parce qu'à Paris, on sait qu'on ne traite pas les étudiants comme n'importe quel manifestant, mais toujours est-il qu'il y a une situation de blocage qui perdure et il y a vendredi, tout le monde a vu les images, dans la rue Saint-Guillaume, la fameuse rue Saint-Guillaume, il y a des tas de gens qui viennent pour soutenir le mouvement et en particulier des personnalités politiques, essentiellement des personnalités politiques de gauche. De la France Insoumise. De la France Insoumise, des écologistes et autres qui viennent. Bon. Alors, à ce stade, si tu me permets de te couper, mais il faut d'abord redire pour ceux qui ne sont pas familiers de ces exercices,
c'est que l'occupation, le blocage, les âgés sauvages, c'est quand même quelque chose, enfin de notre temps, c'était très ordinaire quand même. C'était tous les jours très ordinaire, et normalement dans les universités devenues autonomes, le président d'université a beaucoup de latitude pour éviter que ça soit sauvage, pour organiser des débats, attribuer des amphis, en donnant des salles. L'habitude que nous avons connue lorsque nous faisions nos études, c'est aussi parce que les universités n'étaient pas autonomes, et donc tout de suite il y avait une politisation. Là, normalement aujourd'hui, il y a un sas, et libre, on va en reparler. Tout de suite il y avait une politisation. Souviens-toi de la Sorbonne, enfin toi t'allais pas à la Sorbonne, mais souviens-toi de l'univers Sorbonne. Mais bien sûr. Il y avait en permanence une espèce de bouillonnement. Je vais même avouer devant la caméra que, comme vice-chancelier des universités de Paris, j'ai présidé à une évacuation des gauchistes de la Sorbonne. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien parce que dans les années 80, c'était comme une règle. Moi c'était en 2000. On faisait pas venir la police. 2010. Oui. Oui, non mais toi t'as. Voilà. Bon, alors. Et ça, je continue parce que pour que les gens comprennent ce qu'on dit, puisque effectivement aujourd'hui on a une vision très policière d'activité politique dans les universités, ce qui, toi tu l'as oublié, mais quand nous étions dans les années 80, nous faisions nos études à la fac, c'était quand même beaucoup plus laxiste, on va dire ça comme ça. Il y avait une raison pour laquelle c'était laxiste, c'est que cette espèce de raidissement de on fait venir la police, c'est quand même la redite de ce qui s'est fait en mai 68. C'est-à-dire que mai 68, ça commence à Nanterre dans une histoire de dortoir au mois de mars 68, et ça dégénère en mai. Oui. C'est marrant comme parallèle. En sachant qu'il y a eu aussi 86, la loi de Vaquet, et puis il y a eu 2006, le CPE, où là la Sorbonne a été occupée durement pendant plusieurs jours. Donc il y a effectivement une vieille habitude, mais je le redis, à partir de 2011-2012, les universités sont autonomes, donc normalement on doit arriver à dépolitiser tout ça, et un président peut laisser les étudiants s'exprimer. Mais si tu me permets comme d'insister pour jouer au vieux con, tu n'étais pas en même temps que moi moi j'ai pas fait la grève de Vaquet, mais on était ensemble en 86 au lycée, Henri IV, et j'allais par curiosité voir les âgés à la Sorbonne au moment de la loi de Vaquet. C'était bon enfant. C'était bon enfant, mais il n'y avait pas d'intervention policière. Alors je me souviens que l'amphi Richelieu. Il y a eu quand même Malik Oussekine en 86. Oui, c'était dans la rue. C'était dans la rue, bien dans sûr, les universités. C'était dans la rue, tout à fait. Bon, bref. Donc on fait le choix de faire intervenir la police à Sciences Po. Est-ce que tu peux nous dire 3 mots, excuse-moi, je suis chiant aujourd'hui, 3 mots de ce qui se passe sur les campus aux États-Unis, puisque la presse française met en avant les arrestations, interpellations sur le site de l'université de Columbia. Évidemment, les événements de Sciences Po ont pris de l'ampleur à cause de ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a beaucoup d'étudiants américains aussi à Sciences Po aujourd'hui, et on a une radicalisation aussi qui est partie de Columbia et qui maintenant est sur une bonne quarantaine de campus américains, sinon plus, et qui est venue du fait que la présidente de Columbia est passée devant la commission éducation de la Chambre des représentants. Elle passait quelques mois après que deux autres présidentes, d'ailleurs, 2 femmes, ont été contraintes à la démission parce que les représentants, en particulier les républicains, ont considéré qu'elles n'avaient pas été assez fermes pour lutter contre l'antisémitisme sur leur campus. Donc la présidente de Columbia a décidé, elle s'est défendue comme elle pouvait devant les représentants politiques, et après ça, elle a décidé de faire intervenir la police pour montrer comme elle était ferme, parce que il y avait quand même des pressions pour la pousser à la démission. Mais le résultat, c'est que ça a mis le feu aux poudres, d'autant plus que le speaker de la Chambre des représentants, c'est Mike Johnson, un républicain, s'est rendu à Columbia, a pris la parole et a traité les étudiants qui manifestaient d'antisémites et d'alliés des terroristes, et donc ça s'est répandu. Alors évidemment, ce qui se passe aux États-Unis a des conséquences sur ce qui se passe en France, même si il y a en France depuis le mois d'octobre des protestations de basse intensité sur plusieurs campus. On n'en parlait pas dans les médias, mais moi j'en entendais parler. Sur le même sujet. Sur le même sujet de Gaza. La Palestine. Voilà. Et Gaza. Concrètement, est-ce qu'il y a un effet réseau, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des réseaux cachés, soyons complotistes, qui
organise ou qui propage cette contestation contre le narratif occidental en Palestine, puisqu'en réalité c'est ça le sujet. Oui. Alors il y a évidemment il y a une partie de l'extrême gauche française, des réseaux militants, qui sont mobilisés sur le sujet depuis le mois d'octobre et qui ont essayé de mobiliser dans les universités. Mais j'insiste sur le fait, pour quelques exemples que j'ai vus ou que j'ai regardés, j'insiste sur le fait qu'il y a une mobilisation par ailleurs sincère, spontanée et assez nombreuse d'étudiants qui sont tout simplement choqués par les images que nous voyons tous. D'ailleurs, nous aussi, nous sommes choqués. Les images de bombardements de civils, d'enfants, de femmes en particulier, qui sont tués chaque jour à Gaza. Et donc, on ne peut pas réduire le mouvement dont nous parlons à une manipulation de l'extrême gauche. C'est être de mauvaise foi et c'est être aussi aveugle politiquement. Et c'est d'ailleurs, je dirais, la grosse erreur commise par Macron et Attal il y a un mois à Sciences Po. Ils ont voulu tomber contre... C'est leur école. C'est leur école, alors qui serait devenue islamo-gauchiste ou je ne sais quoi. Et donc, à ce moment-là, ils sont tombés dessus. Mais ça n'a fait que mettre le feu aux poudres. Et aujourd'hui, il est très vraisemblable que la contestation va s'étendre à beaucoup d'universités. Le gouvernement... Pourquoi tu penses ça ? Parce que je pense qu'il y a une solidarité assez rapidement, mais on peut dire Sciences Po, ce sont des étudiants privilégiés, mais la réalité c'est que ça va partir dans d'autres universités, et surtout je pense ça parce que je vois comme au ministère de l'Enseignement supérieur on est inquiet, et d'ailleurs en grinçant des dents, le gouvernement a dû accepter ce que proposait le directeur de Sciences Po en fin de semaine dernière, qui était de négocier avec les étudiants pour essayer de faire retomber la pression. Alors, donc, je vais quand même rabâcher avant qu'on aborde ce sujet. Je le redis, mai 68 a éclaté à cause d'un incident mineur mal géré de façon trop autoritaire. Et je pense que on devrait se méfier de l'eau qui dort. Dans la pratique, quand même, Édouard, est-ce que les étudiants qui se mobilisent sur cette affaire, moi j'ai lu la presse française, toi aussi évidemment, mais alors le JDD a titré, le journal de monsieur, qui est aujourd'hui dirigé par Geoffroy Didier, mais le journal appartient à Vincent Bolloré. Le jeune. Geoffroy le jeune, pardon. Le journal appartient à Vincent Bolloré. Le JDD a titré sur le wokisme, c'était un mouvement wokiste. D'autres, je vois Guillaume Tabar, toujours prêt à servir ses maîtres, a écrit dans le Figaro que c'était la pression des islamo-gauchistes. Est-ce que le mouvement de solidarité avec la Palestine, parce qu'en réalité c'est de ça qu'il s'agit, et ce mouvement de rejet du narratif occidental sur nous allons sauver le monde contre la barbarie islamiste, est-ce que ce mouvement est réellement un mouvement wokiste ou un mouvement islamo-gauchiste ? Alors, il y a deux façons de répondre. La première, c'est de dire, admettons qu'il y ait une présence importante de l'extrême gauche dans ce mouvement et de ceux qu'on appelle les wokistes ou les... Bon, on va dire que le sujet de Gaza, c'est un retour au réel. Parce que là, c'est pas une question d'identité, est-ce que c'est une identité de genre, ni simplement d'impérialisme, etc. C'est une question très simple, qui est une question de civils qui sont tués jour après jour et qui sont effectivement les victimes d'une guerre atroce. Bon, mais en fait, quand on regarde bien, c'est le deuxième temps de la réponse, quand on regarde bien, les étudiants qui manifestent, c'est beaucoup plus large. D'abord, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers maintenant en France, là je parle d'étudiants qui viennent par Erasmus ou par d'autres filières, et donc tout le monde parle, et la jeunesse du monde se soulève contre ce qui se passe à Gaza, et une des raisons pour lesquelles aux États-Unis il y a des réactions aussi vives de l'establishment, c'est que les sondages montrent que la jeunesse américaine est devenue massivement pro-palestinienne.
on aime, on n'aime pas, mais c'est un fait. Donc ça fait peur à l'establishment. Et je pense qu'il y a exactement la même chose. On parle de piège pour Biden, d'ailleurs. Oui, exactement. Je le lis régulièrement. Et il se passe la même chose dans tous les pays européens, et la France, effectivement, est sensible à ce sujet. Et encore une fois, je crois que c'est pas du tout un sujet idéologique, ni un sujet de wokisme. J'ai été le premier à protester contre, par exemple, les entraves mises à des conférences faites par, je sais pas, la Finkielkraut ou Sylviane Agacinski, pour prendre deux personnages assez différents, qui n'avaient pas accès à telle ou telle université sous prétexte qu'ils étaient trop conservateurs. Ou que, ça, c'est scandaleux, et c'est au chef d'établissement d'imposer la liberté d'expression sur son campus. Mais je suis, pour cette raison, d'autant plus critique de ceux qui empêchent qu'il y ait de vrais débats sur Gaza et sur ce qui s'y passe. Et puis, est-ce qu'on va interdire, par exemple, à des juifs antisionistes de prendre la parole sur un campus? Est-ce qu'on va interdire à des associations qui défendent les chrétiens d'Orient et qui s'interrogent sur les bombardements des églises à Gaza? Est-ce qu'on va leur interdire de prendre la parole? Édouard, ce qui moi me fascine, c'est que effectivement, quand tu cites la lutte contre les wokistes, dont nous avons tous été, puisque c'est pas notre famille de pensée, je relis encore régulièrement des titres de Causeur, journal financé par Charles Gave, avec Elisabeth Lévy en tête d'affiche, en tête de gondole. Causeur adore taper sur les wokistes, la bien-pensance des wokistes. Causeur adore, à juste titre, dénoncer la bien-pensance de gauche. Mais en fait, on s'aperçoit avec l'affaire palestinienne que, au fond, les néoconservateurs imposent une bien-pensance de droite. Et moi, ce qui me fascine, c'est que des gens comme Causeur, qui se sont battus pour la liberté d'expression face aux wokistes, se battent aujourd'hui contre la liberté d'expression lorsqu'il s'agit des intérêts israéliens. Et il est assez fascinant de voir comment la presse aux ordres est d'une manière générale prête à reprendre la rigidité des wokistes dès qu'il s'agit de contester le narratif israélien. Et d'ailleurs, quand on regarde les étudiants américains, justement, ce qui est frappant, c'est que l'establishment académique, souvent wokiste d'ailleurs, n'avait aucun scrupule à se faire financer tel ou tel projet de recherche par le Pentagone ou par Boeing ou par des entreprises qui par ailleurs appuient les thèses néoconservatrices. Donc en fait, je pense qu'on est exactement dans la situation inverse de ce qui est dit, et c'est là que la droite française est à peu près aussi bête que la droite américaine. C'est que on a une partie de la gauche qui pourrait revenir au réel. Parce que, je veux dire, les victimes de Gaza, c'est pas une question d'idéologie, c'est le réel. Et qui d'ailleurs, des étudiants de gauche qui disent à Columbia ou ailleurs, vos accords avec telle ou telle entreprise d'armement qui finance la guerre à Gaza, c'est scandaleux. Qui va se plaindre de ça? Et en fait, je pense que le wokisme et le néoconservatisme, contrairement à ce qu'on dit, ont marché la main dans la main. Et c'est ça qui est en train d'éclater dans les universités américaines, et on ne sait pas ce qui va se passer dans les universités françaises, mais ça pourrait avoir un impact aussi considérable. Alors on voit bien que ce qui se joue, c'est au fond une nouvelle phase de la guerre en Palestine, qui est l'importation du conflit, que ce soit aux États-Unis, où tu l'as dit, Biden est mis en difficulté par ce mouvement à quelques mois des élections, ce qui pose un vrai dilemme, parce que les néoconservateurs, s'ils veulent éviter Trump, doivent à un moment donné mettre pédale douce sur le soutien à Israël. Précisément, nous assistons à la même chose en France, précisément, quelle est l'attitude des États-Unis aujourd'hui vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de Netanyahou, quelques jours après la riposte iranienne au bombardement israélien de l'ambassade d'Iran à Damas? Alors, les États-Unis, je l'ai dit déjà dans un article dans le Courrier, et puis on en a parlé la semaine dernière, les États-Unis sont très inquiets
de ce qu'on appelle le complexe de Masada, c'est-à-dire le risque que le gouvernement israélien, se trouvant acculé, fasse n'importe quoi et la bête blessée. Voilà. Et donc, on voit depuis une quinzaine de jours, et l'attaque iranienne a fait partie de ça, une sorte de convergence entre Américains, Russes et Iraniens, mais où les Russes et les Iraniens disent aux Américains, c'est quand même vous qui avez flanqué ce bazar en laissant des gens faire n'importe quoi au pouvoir à Tel Aviv, donc maintenant reprenez les choses en main. Donc les Américains essayent de négocier et ils poussent beaucoup à ce qu'il y ait un accord de cessez-le-feu. Alors la négociation avance à Doha, si je ne me trompe pas, hein, mais je crois qu'en ce moment elle est à Doha, et il y a les termes d'un accord avec la possibilité de 2 phases, une première phase de cessez-le-feu, un premier échange de prisonniers, et puis ensuite une deuxième phase, si la première s'est bien passée, avec un retrait complet de l'armée israélienne de Gaza, mais c'est là que le Hamas dit, ça ne nous suffit pas d'avoir un engagement de retrait complet, nous voulons une signature de paix, nous voulons la fin de la guerre. Et alors c'est là que ça coince, parce que Netanyahou, pour l'instant, ne veut rien entendre, on sent qu'il y a des pressions en Israël qui sont faites sur Netanyahou et son gouvernement. En particulier, je pense que ce n'est pas innocent que les médias israéliens fassent courir le bruit, alors l'information que nous n'avons pas les moyens de vérifier, mais le bruit, la rumeur selon laquelle Netanyahou serait inquiet d'un mandat d'inculpation de la Cour pénale internationale, qui pourrait aussi concerner d'autres ministres de son gouvernement. Et délivrer un mandat d'arrêt international. Voilà, et exactement. Et alors, est-il vrai que Netanyahou a appelé plusieurs chefs d'État pour demander qu'ils fassent pression pour que ça ne se fasse pas? Je n'en sais rien, nous ne pouvons pas le dire actuellement. La presse israélienne le dit. La presse israélienne le dit, et je pense qu'elle le dit dans un jeu pas très subtil d'ailleurs, pour faire pression sur le gouvernement, parce que une partie de la société israélienne s'est convaincue que le gouvernement Netanyahou n'est pas vraiment intéressé par la libération des otages israéliens à Gaza. Et... Alors moi j'avais lu quand même que dans les négociations qui ont lieu à Doha et qui impliquent, et on en profite pour le dire, tout le monde sauf la France, ce qui montre une fois de plus la ruine de notre image à l'étranger, puisque Séjourné est actuellement, je crois, au Liban, mais ne participe pas à ces négociations. Ceux qui participent, c'est Lord Cameron, on l'appelait David Cameron, il a été anobli par la reine d'Angleterre à l'époque, c'est Lord Cameron, Anthony Blinken, les Saoudiens participent à ces négociations, mais pas la France. Les Qataris, l'Égypte. Voilà. Il faut rappeler, hein, pour que ça soit clair, que le Hamas et Israël ne négocient pas en direct. Hein, ils refusent de négocier les uns avec les autres, donc il y a des délégations qui sont avec eux et il y a des messages qui passent. Avec des facilitateurs. Avec des facilitateurs, exactement. Dont les Français ne font pas partie, redisons-le. Bah, le en même temps, ça marche pas. Macron nous aura quand même bien mis en dessous de tout. Et donc, moi j'ai retenu que les Israéliens demandaient la libération de 40 otages. Oui. En échange d'un cessez-le-feu. Oui, mais ensuite le Hamas dit en face il faut 50 Palestiniens pour un otage libéré du côté de notre côté. Et donc, mais ça, je pense encore que ça pourrait, aboutir, d'autant plus qu'avec les pressions américaines. Alors les pressions visent à empêcher Israël d'attaquer Rafah. Voilà, et empêcher le massacre des civils, pour aller vite. Et c'est là que, évidemment, Netanyahou joue un jeu trouble, puisqu'il refuse de dire que s'il y avait une première phase de cessez-le-feu, puis une deuxième, ensuite il n'y aurait plus jamais d'attaque contre Rafah. C'est là que ça coince, évidemment. Mais toujours est-il que l'accord est possible parce qu'il y a des pressions américaines très fortes, parce que les Américains voudraient se sortir de ce bourbier, et autant ils ne veulent pas négocier
en Ukraine, parce qu'ils pensent que ça peut durer, que ça ne portera pas préjudice à Biden, autant là, ils aimeraient avoir un succès diplomatique. Alors surtout si les étudiants manifestent de plus en plus, le Parti démocrate est sous pression. Parce qu'en réalité, j'en reviens à ma remarque de base, ce qu'on comprend, c'est qu'aujourd'hui, Israël, et la défense ou non d'Israël, est un enjeu politique mondial d'une toute autre ampleur que la question de l'Ukraine. C'est que toucher aux intérêts vitaux d'Israël est quelque chose qui pose beaucoup plus de problèmes dans la conscience collective, dans un sens comme dans un autre, que toucher aux intérêts vitaux de l'Ukraine, par exemple, ou de la Russie d'ailleurs. Ça prend des proportions très urticantes pour beaucoup de parties de l'opinion, dans un sens comme dans l'autre. Alors, les États-Unis rêvent de sauver un accord entre l'Arabie Saoudite et Israël, et ils font pression aussi à ce titre-là sur Israël, en disant à Israël, vous avez déjà l'Iran contre vous, vous avez beaucoup d'États qui se coalisent, nous on peut vous aider à sauver l'accord avec l'Arabie Saoudite. C'est vital pour les États-Unis aussi parce qu'ils sentent bien que l'Arabie Saoudite est partie du côté des BRICS, elle en fait partie maintenant, mais les investissements saoudiens se tournent de plus en plus vers la Chine et vers le reste de l'Asie. Et donc on voit ce jeu complexe, une grande partie de la puissance américaine se joue à Gaza, sans aucun doute. On se rappelle quand même l'accord entre Roosevelt et les Saoudiens sur l'exploitation du pétrole à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, accord qui avait été renouvelé au bout de 60 ans en 2004, et en même temps, depuis 20 ans, les relations américano-saoudiennes se sont constamment détériorées, avec une courte embellie sous Trump, mais ça s'est détérioré très vite sous Biden. En réalité, ce qui bloque aujourd'hui, c'est comme en Ukraine, c'est le sort des armes. C'est qu'au fond, personne ne sait qui a gagné la guerre à Gaza. On ne sait pas si les Israéliens qui revendiquent la victoire l'ont remportée, on ne sait pas si le Hamas a ou non remporté la bataille. Et en même temps, la presse libanaise est très inquiète de la détérioration des relations entre le Hezbollah et Tsahal et l'armée israélienne. Est-ce que tu ne penses pas qu'au fond, Netanyahou est aujourd'hui dans une logique de fuite en avant et n'en est pas au point où il dit ce sont les armes qui vont trancher l'accord et le différend diplomatique, et au fond que le meilleur gagne? Alors je crois que c'était la logique dans laquelle il était, peut-être y est-il encore, sauf que militairement ça va être très compliqué. Effectivement, Gaza, la situation n'est pas claire, mais disons que le mouvement, la branche combattante du Hamas et les autres mouvements combattants. N'oublions jamais que quand le Hamas négocie, aujourd'hui, c'est au nom de tous les mouvements combattants palestiniens. Je voyais par exemple que le Front populaire de libération de la Palestine s'en prend à la Grande-Bretagne en disant que s'il y a des soldats britanniques qui viennent pour aider à délivrer de l'aide humanitaire, ils peuvent être une cible. Donc on voit bien que tout ça est très compliqué. Mais le Hamas, en tout cas, n'a pas perdu. Et donc, ce qui voudrait dire qu'Israël n'a pas gagné. Ensuite, le Hezbollah. Le Hezbollah pose un vrai problème pour les Israéliens, et en particulier, il y a déjà quelques colonies du nord, des villes dans les territoires du nord qui ont été évacuées, et dont les gens, les Israéliens qui y vivaient ne peuvent pas y retourner pour l'instant. Et d'autre part, il y a eu la démonstration de force de l'Iran dont nous avions parlé. Aujourd'hui, tous les commentateurs sont d'accord pour dire que même si beaucoup a été arrêté, il y a quand même quelques missiles qui sont passés, qui n'étaient pas de la toute dernière facture, et que c'est très inquiétant pour l'avenir, des missiles iraniens. Donc je crois que tout ça mis ensemble fait que la fuite en avant militaire aujourd'hui, elle est quand même très difficile pour Netanyahou. Alors, on n'aura pas le temps de parler de la question ukrainienne. La presse se fait aujourd'hui l'écho un peu partout du fait que l'armée ukrainienne est en situation de repli généralisé sur le front.
Tu vas nous faire des articles cette semaine. Oui, oui. Donc retrouvez-nous dans le Courrier des stratèges sur les articles notamment sur l'Ukraine. Je vais vous parler des finances publiques, de ce que du risque que ça fait peser sur votre patrimoine, parce que l'État devra bien trouver de l'argent quelque part, et je pense que ce sera plutôt dans votre poche. Et puis on le redit, n'hésitez pas à vous porter candidat. L'adresse mail, elle est là. Envoyez-nous un CV. Des femmes, on a besoin de femmes. Vous le savez, il y a une menace de fédéralisation de l'Europe qui est une menace très réelle. Si vous ne voulez pas que la France disparaisse, si vous ne voulez pas qu'elle devienne une simple région d'un État européen, inscrivez-vous, mobilisez-vous, même petitement, c'est important. Le pire n'est jamais sûr, surtout si on l'empêche d'arriver. À la semaine prochaine.